RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Clôture de la 11e conférence des gouverneurs, c'est vendredi 29 novembre 2024 à Kalemi, chef-lieu de la province du Lualaba. La première ministre Judith Souminois a foulé les sols de cette ville pour participer à cette cérémonie, ce après son séjour au Maroc. Enseignement supérieur, l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC a célébré ce vendredi l'ajout de ses 4 nouvelles facultés. La cérémonie s'est déroulée à l'espace Professeur Malembe Tamandiak de l'UNISIC. La presse congolaise encore en DE, les journalistes Mouine Mouroub Fel, ancien des Tropicana et Euronews n'est plus. Cette grande plume est décédée ce vendredi. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans cette grande session d'information. La première ministre Judith Souminois est arrivée ce vendredi 29 novembre à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour participer à la clôture de la 11e réunion de conférence qui s'est tenue du 27 au 29 novembre, mais aussi prendre part à la 24e réunion du Conseil des ministres, ce après le Maroc où elle a représenté la République démocratique du Congo au forum MEDEIS. Et les gouverneurs des 26 provinces de la RDC doivent œuvrer dans la cohésion avec les communautés qu'ils gèrent pour éviter les tensions à la base de l'instabilité dans leurs entités. Ce vœu est du président de la République à l'endroit des chefs des exécutifs provinciaux, a rapporté le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, rapporteur de la 11e session de la conférence de gouverneurs. Une communication visant à motiver les participants à ces assises de Kalemi de mettre en œuvre un plan stratégique pour le développement de province. Suzy Kibira Omari nous en parle dans ce reportage. L'intervention du président de la République, Félix Tshisekedi, à l'ouverture de la 11e conférence des gouverneurs a rencontré leurs préoccupations, a indiqué le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko. Le président de la République a choisi un terme assez particulier sur la gouvernance, la cohérence de nos communautés, parce que beaucoup de causes d'instabilité viennent effectivement au niveau de nos différentes communautés gérées à travers les pouvoirs coutumiers. Mais il est important aussi de rappeler à chaque fois qu'on en a la possibilité, les gestionnaires de la chose publique à une gouvernance utile, transparente, au bénéfice de nos populations. Chaque gouverneur de province va nous permettre d'avoir l'état des lieux de sa province et par la suite, il y aura des interventions des experts choisis par l'organisation de cette activité qui vont exposer sur des thèmes que nous avons jugés essentiels en termes de remise à niveau et aussi d'instruction. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a émis le vœu de voir se réaliser un plan stratégique pour évaluer chaque gouverneur sur base de son projet d'investissement, comme le souhaite le président congolais Félix Tshisekedi.
Dans l'entretemps, les députés provinciaux du Maniema ont adopté et examiné ce vendredi 29 novembre 2024 le projet d'édit budgétaire exercice 2025, à en croire le docteur Papi Omeonga Chopa, rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'organe délibérant. Cet édit budgétaire qui présente une hausse a été envoyé à la commission ECOFIN. Papi Omeonga Chopa est au micro de Roger Ebolinda, notre permanent dans la région. La plénière était concentrée par rapport à l'analyse et l'adoption du budget pour le budget de l'Assemblée provinciale pour l'exercice 2025. Le questeur qui était en train de présenter, il a présenté le budget, on était dans un huis clos. Après, il y a eu enrichissement, il y avait des questions, des suggestions et des recommandations. Mais dans l'ensemble, c'est un budget quand même, nous avons réduit le budget à la hausse. Et dans l'ensemble, la décision de la plénière, nous avons versé ce projet de budget dans la commission ECOFIN. Et c'est dans cette commission où on a fait des recommandations et ils vont suivre. Mais il y a eu d'autres lignes qu'on a activées. Mais je pense qu'on pourra peut-être vous donner des détails pendant que la commission pourra finir et on va présenter à la plénière. C'est là que vous pouvez avoir beaucoup plus de détails. Mais au moins quand même, il y a des innovations. Je pense que dans une semaine, nous serons là pour que nous puissions l'analyser. Ça doit commencer déjà dès lundi. Et aussi, comme le gouvernement provincial aussi a déposé son projet de... On est en train de travailler vraiment. La semaine qui vient ici, on aura des plénières presque chaque jour pour que nous puissions tout terminer. Vous savez que cette session, c'est une session essentiellement budgétaire et nous sommes là, nous sommes plongés vraiment pour le travail. Assistance aux déplacés de Kiginze et ISP Bunia, 26 tonnes de haricots, 35 tonnes de farine de maïs ont été distribuées. Cette action initiée par la première ministre a été concrétisée par le gouverneur militaire de l'Ituri. Les détails dans ce reportage que nous propose Jolie Palmer-Sekouye. Ces vivres, plus de 60 tonnes, composés de 10 à 10 sacs équivalents à 10 kg de haricots, 1500 sacs de 25 kg de maïs. Ce sont là les dons du gouvernement central par l'entremise du gouvernement provincial de l'Ituri. Groyapabi Désiré, représentant des déplacés, remercie le gouvernement congolais pour ses gestes combien louables et lance et crie d'alarme aux autorités pour le rétablissement de la paix, aux humanitaires et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide, vu les conditions de vie des sites très terrifiantes. Nous vivons depuis 2 ans sans assistance à vivre au site, dans les différents sites de Bunia. Pour aujourd'hui, nous venons de voir un lot de vivres remis par son Excellence, Madame la Première ministre, à travers son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri. On voit un lot de vivres ici pour les sites qui sont ici à Bunia. Nous en remercions. Puisque nous avons 3331 ménages, chaque ménage reçoit, même si c'est un gobelet, vraiment nous demandons au gouvernement national provincial de tout faire pour stabiliser l'Ituri, en particulier le territoire d'Ndjoukou, pour nous permettre de rentrer dans nos milieux respectifs. Je demanderai aux différentes ONG et les gens de bonne volonté de venir en aide en attendant. Pour Louise Ngwassani, chef de division actions humanitaires et solidarité nationale pour la province de l'Ituri, souligne que ces vivres sont les premiers lots juste pour les déplacer des sites de Bunia et ses environs, dont la distribution interviendra après un dispatch général. Juste après avoir fait un petit dispatch, nous allons commencer la distribution d'ici quelques heures en tout cas. Par ménage, ça nous allons laisser ce travail au comité de déplacés, mais nous allons faire un dispatch général. Donc nous avons là 210 sacs de 100 kg de haricots et 1500 sacs de 25 kg de farine de maïs. Il s'y est dénoté que plus ou moins 68 sites de déplacés sont répertoriés sur l'ensemble de la province de l'Ituri.
Et en séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a pris connaissance des prouesses accomplies par le gouvernement égyptien en construisant dans un temps record une nouvelle capitale administrative dont la première phase s'étale sur 40 000 hectares. Ce projet qui a désengorgé la capitale Caire inspire Kinshasa qui est confronté au même problème. Images et commentaires. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, avec la délégation qui l'accompagne en Égypte, dont le rapporteur Jacques Joly, a été accueilli par Khaled Mahmoud Abbas, directeur général de l'entreprise publique administrative Capital for Urban Development, en charge de la construction et de la gestion de tous les patrimoines de cette nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Au cours d'une brève réunion, avant de procéder à la visite guidée, Khaled Mahmoud Abbas a fait une présentation de ces gigantesques projets qui a coûté au gouvernement égyptien 60 milliards d'euros et qui a résolu les problèmes de désengorgement de l'ancienne capitale administrative et cette population évaluée aujourd'hui à 20 millions d'habitants. Le président de l'Assemblée nationale a fait la ronde des grandes places de cette cité qui n'a rien à envier à l'Occident et qui reçoit déjà plus de 50 000 travailleurs, 15 000 étudiants et 6 000 élèves. Nous allons faciliter qu'il y ait vraiment un accord entre l'Égypte et la République démocratique du Congo dans ces domaines pour venir nous aider à assainir et à construire des grandes villes. Nous sommes vraiment convaincus que vous allez nous aider. Je sais que le ministre de l'Urbanisme, Christin Badou, a séjourné par ici. Je crois que l'Égypte et la République démocratique du Congo peuvent aussi se mettre ensemble, booster l'africanisme. Il faut noter que plusieurs échanges ont déjà été entamés entre le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat pour pouvoir utiliser cette expertise égyptienne dans le désengorgement de la capitale Kinshasa. C'est la raison et l'intérêt du choix des autorités égyptiennes de faire visiter cette nouvelle ville au président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Participé au forum Medays au Maroc avant de retourner au pays, la première ministre Judith Souminois avait donné le coup d'envoi du panel intitulé Investi in DRC. À cette occasion, elle a évoqué les divers secteurs dans lesquels la République démocratique du Congo offre des opportunités d'investissement. Voilà qui justifie des réformes visant à améliorer les climats des affaires, nous dit Jacques-Olivier Moulouandomé. La première ministre a mis en lumière les multiples secteurs dans lesquels la RDC offre de réelles possibilités d'investissement. De l'électricité à l'agriculture, en passant par les infrastructures, l'industrie, le numérique et le tourisme, le pays dispose d'un potentiel sans précédent. Cette diversité d'opportunités fait de la RDC un terrain fertile pour les entreprises cherchant à explorer de nouveaux marchés. Avec environ 60% de sa population représentant une jeunesse vibrante et dynamique, la RDC se positionne comme un acteur clé sur le continent africain. La chef du gouvernement a souligné que cette main-d'œuvre abondante constitue un atout indéniable pour les investisseurs, leur offrant une base solide pour développer les entreprises innovantes et durables. La République démocratique du Congo est le deuxième pays d'Afrique par sa superficie, avec 2 345 410 km², soit l'équivalent de la superficie de l'Union européenne. Notre population est composée de 60% de jeunes. Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est entourée de 9 pays voisins, offrant ainsi un accès à un marché de plus de 250 millions de consommateurs dans la région. La République démocratique du Congo est souvent qualifiée de scandale géologique en raison de l'immensité. Sur le plan économique, la République démocratique du Congo a fait preuve de résilience en terminant l'année 2023 avec une croissance du PIB de 7,5%, soutenue principalement par le secteur extractif. Les secteurs non extractifs ont également progressé avec une croissance passant de 3,1% en 2022 à 3,6% en 2023, portée par l'agriculture, la construction, les travaux publics, ainsi que les transports et les télécommunications. Le discours de la première ministre a également abordé la question de l'environnement politique à RDC qui est devenu plus stable grâce à des réformes prometteuses. Cette évolution positive renforce l'attractivité du pays, créant ainsi un climat propice à l'investissement.
novembre, les 4e congrès extraordinaires électifs de la Confédération syndicale du Congo s'est clôturé le jeudi 28 novembre. Il a été question de désigner un nouveau bureau journalier dirigé désormais par Fidèle Kiyangi. Ces derniers s'engagent à atteindre l'objectif de la refondation à travers les réformes sur le plan de l'action professionnelle, les plans de l'administration et financière, dont le bannissement de la centralisation financière. Encore une fois de plus, Jacques-Olivier Moulouandombe, cette fois-ci avec Pedi Pereira. Centré sur la refondation, le 4e congrès extraordinaire électif de la Confédération syndicale du Congo a atteint son objectif principal, à savoir la mise en place d'un nouveau bureau journalier. Fidèle Kiyangi, président du nouveau comité, a lors de la cérémonie de clôture dévoilé des actions clés à poser en toute célérité pour matérialiser cette refondation sur le plan professionnel. La réorganisation à fond du travail à tous les niveaux des organes par la mise en place des plans d'action annuels de déploiement sur terrain pour les recadrages scientifiques systématiques, la conquête syndicale et l'implantation de la CSI. L'encadrement des affiliés avec beaucoup d'attention et d'engagement. L'identification au moyen de la dotation des cartes des membres. Les professions signeront des cartes des membres. Sur le plan administratif, il préconise des réformes pour la valorisation de la fonction administrative de la CSC. Le recrutement qualitatif et réajustement des personnels syndical et administratif afin que l'encadrement à la relève ne soit pas une calamité à la CSC. Sur le plan financier, Fidèle Kiyangi a annoncé le bannissement de la centralisation financière. Par rapport à la refondation, la centralisation financière ayant lamentablement échoué, elle est par conséquent bannie. Nous n'allons plus recourir à la centralisation. Le bureau journalier a invité tous les membres de la CSC à se mettre au travail et à la réconciliation car la CSC est une et indivisible, elle n'a pas de couleur ethnique et seule la cordialité, la fraternité et la joie de vivre ensemble doivent demeurer des maîtres mots. On va parler coopération dans ce journal. La Norvège s'engage à partager son expertise en aquaculture, notamment sur le moyen d'augmenter la production de poissons en RDC. C'est ce qui ressort du séminaire organisé par l'ambassadeur de la Norvège à Kinshasa en collaboration avec le Conseil norvégien des produits de la mer. La ministre de la Pêche et l'Élevage a salué cette initiative qui, selon lui, reflète la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la sécurité alimentaire. Reportage. Ce séminaire a été l'occasion d'explorer les opportunités de développer une industrie aquacole en République démocratique du Congo et en Afrique. Dans son mot d'ouverture, l'ambassadeur norvégien accrédité en RDC a souligné que les relations commerciales entre Norvège et la RDC sont dominées par les exportations de poissons, notamment le lieu noir, salé, sèche appelé Makayabu. Ambassade, le diplomate norvégien a salué la volonté du gouvernement congolais de réduire les taxes afin de faciliter l'acheminement de Makayabu directement vers la RDC à des prix plus accessibles. Le ministre congolais de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, a salué quant à lui cette initiative, la qualifiant des reflets de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, engagé dans la sécurité alimentaire et le développement de l'aquaculture en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la RDC, sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, se nourrit de l'ambition légitime de reprendre sa place d'antan sur l'échiquier africain en ce qui concerne notamment les activités piscicoles. Jean-Pierre Tshimanga-Bwana a dans son adresse énuméré les 4 axes stratégiques pour développer durablement l'aquaculture en RDC. Il s'agit des axes ci-après: l'amélioration de l'efficacité des systèmes de production, l'amélioration des services de vulgarisation, les formations de toutes les parties prenantes, l'amélioration de la gestion du domaine et enfin la promotion du partenariat
privée. Ces retrouvailles ont été marquées par plusieurs interventions d'experts du secteur mettant en lumière les ambitions, les défis et les opportunités liées à l'aquaculture en Afrique et en République démocratique du Congo. Et en sécurité, 25 présumés criminels pris la main dans les sacs par le commissariat urbain de la police nationale congolaise des Pompages. Le commissaire supérieur adjoint Jean-Marie Kiet, commandant du commissariat urbain de la police nationale congolaise, a annoncé l'ouverture des enquêtes pour retrouver tous les complices de ces groupes d'inciviques qui troublent l'ordre public. La police nationale congolaise a également démarré l'opération d'évacuation des épaves des véhicules en mauvais état qui encombrent les grandes artères de la capitale congolaise. Suzy Kibira Omar. Ils seront jugés en procédure de flagrance. Déclaration du commissaire supérieur adjoint Jean-Marie Kiet à l'endroit de 25 présumés criminels appréhendés dans la nuit du 28 novembre 2024 à Malueka City, Bideda et Kimbwala, dans la commune de Ngaliema. Ces bandits urbains ont été arrêtés à la suite d'une opération spéciale menée par le commissariat urbain de la police nationale congolaise de Pompage. Parmi ces malfrats, 2 ont été présentés comme voleurs de moto, un autre qui aurait commis un viol à Mboudi Terminus. Le commissaire supérieur adjoint Jean-Marie Kiet, commandant du commissariat urbain de la police de Pompage, a fait savoir que c'est suite à des multiples plaintes de la population que cette opération ciblée a été réalisée, faisant suite aux instructions du commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, pour sécuriser la population et ses biens. Ils ont mis la mise sur ce dossier. Ils étaient à 6, 4 autres ont été cabas, et là était le 2 avec cette moto que tu vois ici. Tous les produits de leur travail, ils vont le vendre quelque part, chez une dame. Je pense que nous aurons le temps d'évoluer, de faire évoluer les enquêtes pour commettre la main sur cette dame-là et au besoin récupérer toutes les pièces qui ont été volées. Il faut également dire que la police nationale congolaise procède à la saisie des véhicules en mauvais état abandonnés et en circulation sur différentes artères de la capitale congolaise. Cette opération vise à assurer la fluidité routière que la police de la ville-province de Kinshasa est déterminée à assurer. Une opération qui intervient après la fin du moratoire accordé par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Des brouettes sur les artères principales encombrant la circulation sont saisies et feront l'objet de la casse. Le commandant de la police de Kinshasa avait depuis quelques mois informé les propriétaires des véhicules laissés sur les artères et places publiques à les déplacer au risque de les voir saisis et cassés. Et pendant ces temps, le Fonds des Nations Unies pour la population a projeté ce vendredi un film documentaire consacré sur la violence basée sur le genre en milieu scolaire. Ces films tournés dans certaines provinces du pays présentent des expériences traumatisantes des survivants de cet acte odieux. Il expose aussi les travaux abattus par les acteurs engagés dans la lutte contre ces fléaux. Images et commentaires. Ces films documentaires de 14 minutes sur la protection contre l'exploitation et abus sexuels en milieu scolaire projetés ce jeudi présentent les réalités que vivent la jeune fille congolaise dans le milieu scolaire. Les questions de violence, c'est un fléau, c'est grave. Et ça c'est même plus exacerbé avec le problème d'insécurité, particulièrement à l'Est. Tout le monde le sait. Mais ça ne veut pas dire que dans les zones où il n'y a pas, par exemple, la guerre, où il n'y avait pas ces problèmes d'insécurité, là, comme ça, qu'il n'y a pas de violence. Non. Même le fait de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une violence basée sur le genre, qu'est-ce que c'est qu'un abus, ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a des personnes qui subissent ça tous les jours, mais ils ne savent pas. Les acteurs engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre proposent ce qu'il faut faire pour que la jeune fille congolaise ne vive pas les abus et exploitations sexuelles à l'école. Le gouvernement, pour sa part, devrait investir les écoles par des ordonnances, des lois qui obligeraient, qui mèneraient chaque école à mettre l'importance qu'il faut à la question de ces violences, parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de cas enregistrés et qui ne cessent de croître. Déjà, le ministère de l'EPST tire certaines leçons au travers ces films documentaires. Les campagnes de communication ont permis aux communautés de briser le silence sur la question de lutte
contre le VBG en milieu scolaire. Il est nécessaire donc de consulter davantage la communauté scolaire pour mettre en place les différentes voies de signalement au niveau communautaire qui soient inclusives. Ces films, projetés en ce jour, rentrent dans les cadres des 16 jours d'activisme des luttes contre les violences sexuelles et basées sur le genre en République démocratique du Congo. Au total, 10 cas de violences sexuelles sur mineurs ont été enregistrés en moins d'un mois au Kasaï central. Les victimes âgées de 7 à 13 ans ont subi des violences inacceptables. Ces révélations sont des Merveilles Sanguilola, coordonnateur d'une structure des jeunes dénommée Amour Plus. Merveille Sanguilola est dans ses propos choisis pour vous par Soleil Touma. Depuis 1991, 16 jours sont consacrés à l'activisme contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, je prends la parole pour souligner l'urgence de s'engager tous ensemble pour construire un monde sans violence, surtout en ce qui concerne les enfants. Depuis plus de 3 ans maintenant, Amour Plus travaille dans la lutte contre les violences basées sur le genre, avec une attention particulière sur les violences faites aux enfants. Mais cette année 2024 a été marquée par une recrudescence inquiétante des signalements, notamment en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. C'est pourquoi je souhaite mettre en lumière un problème grave, les violences sexuelles perpétrées contre les enfants, en particulier les filles. En l'espace d'un mois seulement, notre organisation a enregistré et accompagné 10 cas de viols sur mineurs dont l'âge varie entre 7 et 13 ans. Cette situation dramatique me pousse aujourd'hui à rompre les silences parce que face à de telles horreurs, il est impératif que nous puissions agir. L'histoire la plus atroce que nous avons documentée, c'est celle d'un père qui a violé ses 2 filles biologiques âgées respectivement de 7 ans et 9 ans. Notre clinique juridique s'est engagée à offrir un soutien juridique aux survivantes, à ces survivantes de viol. Et à cet effet, nous suivons les dossiers de ces 10 survivantes en leur offrant un accompagnement juridique. Ensemble, continuons de sensibiliser et de mobiliser nos communautés contre ces pratiques destructrices et d'appliquer des sanctions exemplaires à l'encontre de bourreaux. Car cette lutte nécessite une mobilisation collective. Le gouvernement, les organisations de la société civile, les Nations Unies, les leaders communautaires et chaque membre de la communauté devraient prendre ses responsabilités pour faire de cette lutte une lutte collective. Nous continuons à nous battre pour empêcher que des tragédies pareilles ne se produisent, car l'idéal, c'est un monde où il n'y a ni victime ni survivant, un monde simplement dépourvu de violence. Unissons nos forces pour rendre ce rêve possible. Pas de pertes en vies humaines, mais des blessés graves. C'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit ce vendredi 29 novembre sur poids lourd à Liaki. Un bus de transport en commun des 107 a fini sa course sur de groupes de gens qui attendaient les transports au marché pirate installé le long du boulevard. Le manque de contrôle et l'excès de vitesse par le chauffeur serait à la base de cet accident que déplorent les Quinois. Les victimes sont prises en charge au centre de santé militaire des références d'Indolo, ce en attendant les transfèrements des cas graves aux urgences. Le chauffeur a été arrêté et gardé par les services de sécurité. Je vous propose de suivre ces témoignages vivants de l'une des victimes qui s'exprime au micro d'André Ikoma. Banda Pekoti, Nanino na mi Congo na yema ko le transport ezala kité na comme na mi Congo na moni DCC te wana ibaluki Je venais de Massino en marchant parce qu'il y avait un problème de transport. Je suis arrivé à mi-Congo, c'est à ce niveau que j'ai pris les transports de boulevard. C'est une qui est dans la gare centrale pour la salle à centre médical de Bordeaux en face à l'hôtel 1. Il y a un chauffeur qui a bosso, il y a un ciment, il y a un receveur. Bon, tu évites le mouvement de salamé du bosso. J'étais derrière. Du coup, nous avons suivi les gens crier. Pendant ce temps, nous étions déjà tombés. Nde tokwei na esutuka deja nazana ba pota pa na vitesse en plus musique ba no beta makasi na musique ezo beta ezaki na vitesse
Donc éviter ceux qui ont allé na quit, ceux qui ont quit ceux qui ont éviter. Je l'ai dit au sommaire, l'Université des sciences de l'information et de la communication, INISIC, a célébré l'ajout des 4 nouvelles facultés lors d'une cérémonie qui s'est tenue ce vendredi 29 novembre 2024 à l'espace Professeur Malembe. Désormais, l'UNISIC compte 5 facultés comprenant la faculté de journalisme, presse et information, la faculté des sciences de l'écrit, l'information et documentaire, la faculté des arts, du spectacle, cinéma, médias et culture, ainsi que la faculté de la communication publique et développement et enfin la faculté des communications des organisations. Cette expansion marque une étape significative dans le développement académique de l'Institut. Elvis Ebama pour le reportage. L'Université des sciences de l'information et de la communication INISIC, ex-IFASIC, renforce son offre académique avec l'ajout des 5 facultés qui s'étendent de la licence 1 au Master 2, chacune comprenant plus de 4 départements spécialisés. Il s'agit notamment des facultés de journalisme, presse et information, des sciences de l'écrit, de l'information et documentaire, la faculté des arts, du spectacle, cinéma, médias et culture, la faculté de la communication publique et développement et la faculté de la communication des organisations. Les professeurs François-Xavier Boudimbani, coordonnateur de la commission ayant élaboré ces projets, a exprimé sa satisfaction pour ce travail abattu et a annoncé que l'UNISIC fera appel à d'autres professeurs pour renforcer ses équipes académiques. Si l'offre des formateurs, la palette des formateurs n'est pas suffisante, qu'est-ce qu'on fait? On recourt à des spécialistes, à des expertises externes. Ça a toujours été ça depuis l'ISTIM. Présent lors de la cérémonie, le professeur Malembe Tamandiak a reçu les honneurs de la part de son prédécesseur et a appelé les corps scientifiques à l'unité et à une collaboration étroite pour assurer le succès de ces nouveaux formats académiques. Et je suis très fier, très heureux de ce que vous venez de faire, de ces passages de l'ISTIM à l'UNISIC. Nous sommes déjà nés avec cette intention universitaire. Quand nous avons défendu le projet IFASIC le 28 mai 1973, nous avions prévu cette évolution. Ces nouvelles facultés marquent une étape significative pour l'UNISIC. Le recteur, le professeur émérite Jean Kambaï Boacha a salué l'effort de travail titanesque abattu par le coordonnateur de la commission et a élaboré ces projets. Et une page noire dans ce journal, le journaliste John Mwin Moropfel n'est plus. Les confrères qui a tiré sa révérence et vendredi 29 novembre était président des médias africains pour la paix. Mwin Moropfel a évolué respectivement comme administrateur, directeur général adjoint, directeur des publications et rédacteur en chef dans plusieurs médias, notamment Le Potentiel, l'APA de Poste, L'Opinion, Étendard, ainsi que Éveil, sans oublier Numérica. Voilà, toutes nos condoléances à la famille éplorée. Ça n'est fini avec cette session d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. Clôture de la 11e conférence des gouverneurs ce vendredi 29 novembre 2024 à Kalemi, chef-lieu de la province de Lualaba. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a foulé les sols de cette ville pour participer à cette cérémonie, ce après son séjour au Maroc. Enseignement supérieur, l'Université des sciences de l'information et de la communication, INISIC, a célébré ce vendredi l'ajout de ces 4 nouvelles facultés. La cérémonie s'est déroulée à l'espace Professeur Malembe Tamandiak de l'UNISIC. La presse congolaise encore en DE, le journaliste Mwin Moropfel, ancien des Tropicana et Econews n'est plus. Cette grande plume est décédée ce vendredi.
Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande session d'information sur la RTGA. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.